bienvenue à l'Université de Montréal. Donc, Antoine est postdoc avec des gentils pour, Paris Technique. Et, fait son doctorat au CEA. Là, je sais que lui, quand il travaillait sur j'imagine, les parties au CEA et sur les nanotechnologies de carbone, puis maintenant, il travaille sur les. Alors, j'ai relié les deux, c'était plus les techniques d'analyse et voilà, le nano, la surface. Donc, il est passé à Montréal, et puis, avec Aurélie Federico, ça nous fait présenter ses travaux. Très bien. Du coup, je vais faire en français ou en anglais, si c'est enregistré plutôt. Toi qui décides. Oui, je laisse aller au dessus. Ouais, bon. Tu veux pratiquer en anglais? L'histoire mondiale est en anglais. Ouais, donc les simples plus gentils. Ouais, très bien. En néerlandais, parce que pour voir en néerlandais. Ah ouais. Euh, en plus, j'y étais il n'y a pas très longtemps, mais j'ai oublié. Non, enfin, je suis allé voir les guides. Bon. Ok. Oui, donc en deux parties. Donc, première partie, oui, ça va être mes travaux de postdoc, donc ce qui est le plus récent. Et ensuite, deuxième partie, donc mes travaux de thèse, donc donc, complètent un peu d'actualité, mais qui sont encore les résultats ont été publiés il n'y a pas très très longtemps. Deuxième article. Ok. Donc là, c'est une étude sur la comparaison des modifications microstructurales induites par irradiation dans deux types de carbure de silicium, donc un carbure de silicium monocristal ou alors splitté polycristal. Ok. Donc pour le contexte, j'ai été recruté en postdoc au laboratoire Irène Joliot-Curie, alors c'est, mais sur un contrat en collaboration avec une start-up, Narea, donc qui a pour but de le design d'un prototype de réacteur nucléaire petit et modulable, advanced modular reactor. Et ils avaient choisi le carbone de silicium comme matériau de structure parce que bonne résistance à la corrosion et à l'irradiation. Ils avaient choisi du coup un polycristal fait par frittage, donc ça c'était leur stratégie. Mais dans ce carbone de silicium, il y avait donc du carbure de bore comme additif et le bord, du coup, consultation cause contentement. Donc, création de bulles à l'intérieur du matériau, ça c'est un problème. Et pour le câble de silicium frité, il y a un manque de données dans la littérature. Donc, il y avait un besoin de faire une étude sur l'irradiation, sur la présence d'hélium, de bulles, voilà, dans des conditions représentatives d'un réacteur. Et c'est là que j'interviens. Et donc, il y avait plusieurs thèmes, enfin, il y avait plusieurs axes de recherche, donc de la corrosion aussi, parce que le réacteur assez fondu. Et c'est des tests irradiation corrosion, donc ça va être la semaine prochaine. Et moi, ce que je vais vous présenter, ça va être juste les modifications microstructurales et ces observations-là. Donc, deux types de carbone de silicium, donc le frité et en plus un monocristal, comme ça l'étude est plus simple, c'est un cas idéal. Donc des grains de 2 à 6 microns pour le polycristal. Donc là, on va avoir des orientations aléatoires, des joints de grains. De l'autre côté, ben, le monocristal, ça va être plus facile pour les analyses. Et pour le cristal, il y a aussi la porosité, ce qui est un détail important. Ça, c'est là où je fais mes irradiations et mes caractérisations. C'est le hall d'expérimentation Janus, Orsay. Donc il y a deux accélérateurs à particules, un pour les plus hautes énergies et un pour les plus faibles, avec différentes techniques d'analyse couplées à ces accélérateurs. Et la star de la plateforme, c'est le thème qui est relié à ces deux faisceaux-là. Donc on peut faire l'analyse et l'irradiation en situ.
Et j'ai encore oublié d'enregistrer ça. C'était pendant une conférence en Espagne. Maintenant, donc, je vais vous présenter un peu le protocole expérimental. Donc là, vous voyez mes échantillons donc, avant l'irradiation, qui sont passés sur le porte-échantillon. Après irradiation, ils prennent une couleur. Là, c'est après une irradiation iode, iode 5 mètres. Ça me permet de faire des cartographies FM pour voir le gonflement. Et sinon, je récupère les échantillons, je les coupe, je les polis tout mécaniquement, et j'obtiens à la fin ma lame, euh, ma lame fine pour l'imagerie thème. Donc c'est une technique sandwich. Je pense que vous connaissez, c'est une validation sandwich, puis amincissement. Voilà. J'ai fait une formation récemment pour du feed, donc j'élargis mes compétences. Mais bon, pour des séries comme ça, pas besoin spécialement de feed. Parce qu'il y a toutes les thématiques aussi métaux. Où là, on peut utiliser le polissage. Là, le polissage mécanique suffit. La deuxième image, c'est un tripode à gauche. Ouais, c'est ça. C'est mon tripode dessus. Audrey, c'est ça. Ouais, c'est comme ça là pendant 2 heures. Peut-être même plus des fois si tu veux vraiment. Voilà. Ouais, c'était long, mais bon, après, petite série. Voilà. Donc, les trois objectifs de mon postdoc sont les suivants. Premièrement, c'est étudier la- l'effet de l'affluence en hélium, donc l'implantation d'hélium dans mon câble de silicium. Donc, en bas, vous pouvez voir un petit schéma représentatif. Donc, le câble de silicium, implantation d'hélium, apparition de bulles au pic d'implantation, normalement. On va voir après avec le donc là, la question, c'est comment la structure cristalline du carbone de silicium affecte, a un effet sur la formation des bulles. Deuxième axe, c'est l'irradiation par des ions lourds à basse énergie. Donc là, c'est pour voir comment le, le ralentissement nucléaire influe sur la microstructure et sur la morphologie des bulles qui étaient déjà implantées. Et dernièrement, c'est ions lourds haute énergie. Donc là, c'est pour voir le ralentissement électronique, l'effet du ralentissement électronique sur le cardio aussi et sur les bulles. Donc première partie, l'effet de l'affluence en hélium sur la nucléation, la germination des bulles et leur croissance. Donc là, vous pouvez voir la simulation SRIM, donc pour l'implantation à 150 keV, 700 degrés. Donc 700 degrés, c'était pour les conditions réacteurs de NAREA. On a un maximum d'implantation vers 0,6 microns. Voilà, donc là, vous pouvez voir les... J'ai le mot anglais, mais j'ai voilà, les gammes, les gammes de dégâts d'implantation. Et quand on regarde du coup en mètres, on voit bien que à cette profondeur-là, on a une zone endommagée. Et quand on zoome, quand on agrandit l'image, on voit des bulles donc, en under focus ou en over focus, blanc ou noir. Voilà, typique des bulles d'hélium. Donc, les bulles d'hélium présentent en cluster, voilà, 2D. Donc là, on les voit sur la tranche. On verra avec le polycristal des fois que les clusters se mettent un peu plus avec un petit angle, donc on peut voir des groupements, pas sur la tranche, mais de biais. Donc, la numérique qu'on voit, c'est le SCC ou c'est quoi la grosseur des graines déjà? Alors ça, c'est le système monocristal, ouais. Single crystal. Donc, ouais, effectivement, mais sinon, à ce grandissant-là, on verrait ouais, effectivement plusieurs grands grains. On va y venir justement maintenant. Donc là, comparaison entre le polycristal et le monocristal. On peut voir que en fait, pour les deux types de carbocytium, on a cette même zone d'endommagement, donc avec les bulles. Ici, on peut voir un endroit. Et on retrouve du coup bien nos bulles. Et donc là, c'est une plus encore plus haute pour le gamme. On retrouve bien nos bulles alignées sur les plans basal pour le monocristal, par exemple pour le polycristal. Les orientations sont un peu plus aléatoires. Comme je l'ai dit, par exemple, ici, on peut voir un groupe de bulles
mais un peu de biais, quoi. Donc, pour moi, c'est bien pour la planche. Mais quand on compare les deux types de calories silicium, on peut voir que les bulles ont à peu près la même taille, la même morphologie. Effectivement, il y a des différences d'orientation, mais on ne remarque pas de différence majeure entre les deux types de substrats. Donc ça, c'est l'image qu'on vient de voir, à une différence de 5 fois 16 millions de centimètres carrés. Quand on augmente l'influence, manifestement, on augmente la densité en bulles. Il y en a plus partout, mais bon, pas de grande différence entre les deux types de substrats. Par contre, quand on commence à diminuer l'influence, là, on devine peut-être une différence entre les deux caractéristiques, qui se confirme pour les très faibles influences. Là, vous pouvez voir que pour le monocristal, à une fluence de 1,16, on n'a pas de bulle, alors que pour les cristals, on a des bulles. Donc, il y a potentiellement bien un effet de l'orientation cristalline sur peut-être les conditions de nucléation des bulles. Et d'ailleurs, même pour un polycristal, dans le même échantillon, euh, quand je regarde un petit peu à côté, que je suis sur un autre grain, vous pouvez avoir des grains sans bulles avec des grains, et chaque côté de grains avec bulles. Donc, effectivement, il y a peut-être des orientations cristallines qui favorisent l'apparition de ces bulles liées. Pardon? Est-ce que c'est une nucléation de grains toujours à des frontières de grains, ou est-ce que c'est une nucléation de bulles seulement Non, alors là, c'est une nucléation dans certains grains qui sont un peu défectueux? alors ça, c'est dans les grains. Au joint de grain, on n'a pas l'impression, on est encore en train de confirmer avec des observations, mais on n'a pas l'impression qu'au joint de grain, il y ait une nucléation favorisée. Par contre, il y a une migration de l'hélium plus importante, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a des bulles qui se forment en fait en amont et en aval de la zone d'endommagement euh, de l'implantation. Donc, donc c'est plus une question d'innovation que de favorisation de, de, de nucléation de bulles. Mais ça, c'est encore des résultats qu'il faut. C'est pas encore complet, justement. Ça fait partie des trucs qu'il faut confirmer. Et là, voilà, juste une image. Donc, pour la faible fluence en hélium dans le monocristal, on a réellement aucune. Même si on voit quand même que c'est un petit contraste de cette zone d'endommagement. Maintenant, quand on regarde les cartographies AFM pour voir la différence de gonflement, on peut voir que entre polycristal et monocristal, c'est assez similaire. Le gonflement augmente avec l'influence en hélium. Pas des différences majeures. Donc la conclusion de tout ça, quand on compare le polycristal et le monocristal, c'est qu'il n'y a pas de différence majeure pour le gonflement. Pour les bulles d'hélium, leur morphologie densité, aucune différence, enfin très peu de différence à haute fluence, mais par contre à basse fluence, effectivement, il y a une différence. Donc là, il faut aller regarder un peu plus dans quelles sont les conditions de nucléation des bulles. Voilà. Et surtout voilà, par rapport à la microstructure unitaire. Maintenant, pour la deuxième partie, ça va être le deuxième acte de mes recherches, c'est donc l'irradiation ions lourds mais basse énergie, donc pour le ralentissement nucléaire. Donc on a fait des irradiations iode 6 mètres, donc avec une fluente en 1,15. Ça nous fait un dPA au niveau des bulles de 0,5 et une implantation max vers les 3 microns avec un dPA de 1,3. Donc on a fait ces irradiations soit à 25 degrés, soit à 300 degrés. Sachant qu'à 25 degrés, il faut pas beaucoup d'endommagement pour avoir une amorphisation du carreau de silicium. Donc en fait, on pourrait se retrouver dans ce cas-là. Et là, je vous montre donc le monocristal après irradiation 6 mètres iode à 25 degrés. Donc effectivement, on retrouve bien une zone amorphe, loin après les bulles. Donc en fait, quand on regarde par rapport à notre profil stream, on est sur une amorphisation un début d'amorphisation autour de 0,6 dPa. Donc ça correspond plutôt bien avec la littérature. Donc pour le polycristal,
on voit après la même chose. Donc pas de différence majeure entre le polycristal et le monocristal. À 300 degrés, pas d'amortissation. Ça correspond à ce qu'on voit dans la littérature. Donc la température critique d'amortissation elle est inférieure à 275 degrés dans la littérature. Donc à 300 degrés, normalement, on devait être safe et on l'est. Pas d'amortissation, juste une petite couche d'endommagement et de contraste visible. Et maintenant, quand on compare l'effet sur les bulles, on peut voir que pour le monocristal, on n'a pas d'effet de cette irradiation iode sur les bulles. Donc pas de changement de densité, de morphologie, de taille. En tout cas, pas de changement évident à l'œil ou en SAT. Et pour le polycristal, c'est des résultats qui nécessitent d'être encore confirmés, mais pareil, on n'a pas l'impression d'avoir une modification de la morphologie des bulles après irradiation iode. Pour le polycristal, vu qu'on a plus des grains aux orientations aléatoires, c'est un peu difficile de conclure, mais c'est en cours. Des grands résultats préliminaires, il y a une différence majeure. Pour ce qui est du gonflement, à 300 degrés, même gonflement entre polycristal et monocristal, et qu'on ait implanté de l'hélium avant, ou que ce soit un échantillon vierge, pas d'effet de cette implantation sur le gonflement. Par contre, à 25 degrés, pour l'irradiation iode à 25 degrés, là, on a une grosse différence de gonflement entre le polycristal et le non-cristal, donc on a un peu du mal à expliquer ça. Ça ne s'explique pas seulement avec les porosités du polycristal. Donc ça reste à investiguer. Oui. Ça semble gonfler plus jusqu'à avoir Ouais, en plus, on voit ce genre de bourrelet. Alors, ça, j'ai aucune idée. Sachant que quand on va venir aux irradiations xénon, j'ai pas mis tous les gonflements, mais il y a des formes encore plus exotiques. Des fois, ça commence, ça fait un premier bourrelet, puis un deuxième, puis enfin, ça c'est assez difficile à expliquer. J'ai pas vu beaucoup d'explications dans la littérature sur. Oui, on voit. On est carré avec un angle. Je sais pas si c'est le cas. Ouais, 7 degrés, mais On voit un genre de déplacement de la matière. ouais. le gardon pour voir et peut-être Je vais peut-être écrire quelque chose de côté. Et ben c'était comme ça en fait. C'est comme ça. Donc en fait, vu que j'ai un petit clic qui me tient mon échantillon, je regarde ici ou ici. Et de mémoire que je regarde là ou du coup je vais peut-être je vais faire ça alors je vais regarder, mais que je regarde là ou là en général, j'ai le même bourrelet. Mais je regarderai du coup. Ok. Ah, merci. J'avais pas pensé à ça. Ok. Voilà. Donc pas de différence majeure pour les bulles, pas de différence majeure pour le gonflement, à part quand il y a de la remplacement à basse température. Maintenant, pour l'irradiation du rebours haute énergie, pour l'enrichissement électronique. Donc là, on a fait d'irradiation au Galil, à Caen, en France, si vous connaissez. Irradiation xénon 91 nègres. Donc très peu de dPA au niveau des bulles. Une implantation à plus de 10 microns. Par contre, du coup, très, très proche des bulles, on va avoir une perte d'énergie électronique environ 16 keV, 15 keV. Et quand on regarde du coup après irradiation xénon, donc là c'était un échantillon qui avait été irradié hélium puis irradié xénon. Donc on retrouve bien notre, notre couche de bulles d'hélium et on voit bien ici une zone amorphe. Donc pareil, une zone amorphe qui avec un endommagement minimum de 0,6 dPa, donc ce qui correspond à l'irradiation iode. Et ça nous donne aussi l'information qu'il n'y a pas d'effet du ralentissement électronique sur cette couche amorphe. Donc à 7,5 microns de profondeur, on est à un ralentissement électronique de 6 keV qui est plutôt faible en réalité.
Mais bon, voilà. Pas de ion tracks à la surface. Ça aussi, pas très surprenant. Dans la littérature, pour le claveur de silicium, il faut que ce soit très très haut. Le minimum 34 kelvin. Et encore, je crois que c'est une limite basse, mais c'est pas une limite d'observation. Donc, comme pour l'iode, comparaison des bulles, là, c'est en cours. Le mec, il a été un petit peu en panne, j'étais là à Marseille, donc je n'ai pas pu faire toutes les observations que je voulais. Mais ce qu'on peut voir sur le polycristal, c'est qu'a priori, il n'y a pas d'effet majeur du xénon sur les bulles. Donc, le DPA est très faible, mais là, du coup, ce qui nous intéressait, c'était vraiment pour l'électronique, mais apparemment, pas, voilà, pas d'effet majeur. Et là, c'est donc irradiation xénon, mais à 300 degrés, à 600 degrés, à 600 degrés, du coup. Pas d'amortissation, encore une fois, pas étonnant, au-dessus de la température. Et pareil, là, ce qui doit être encore fait, c'est donc l'observation de l'évolution de la morphologie des bulles. Bon, on s'attend à ce qu'encore une fois, il n'y ait pas grand-chose qui bouge. Mais, par contre, quand l'échantillon a été irradié iode, puis irradié xénon, donc en iode, on avait une couche amorphe à 25 degrés. Et là, quand on irradie en xénon à 91 mètres à 600 degrés, on peut voir en fait une nucléation de nanocristal à l'interface amorphe et cristalline et amorphe. Donc, est-ce que c'est dû à la température, 600 degrés, ou est-ce que c'est dû à l'irradiation xénon? Euh, Ongoing, again. Et on aura la réponse avec l'observation des échantillons donc irradiés xénon à 25 degrés à température ambiante. Et maintenant, pour premier bourrelet, puis je sais pas quoi, puis un deuxième. Donc le gonflement xénon à 25 degrés. Donc le gonflement augmente avec la fleur en xénon. Euh, et donc le lien entre polycristal et monocristal. Donc le cœur un peu de cette étude, c'était quand même la comparaison entre le polycristal et le monocristal. Que contexte startup Nareac qui voulait surtout utiliser le polycristal. Nous, on a voulu aussi utiliser le monocristal pour voir si on pouvait réduire l'étude à ça et simplifier un peu plus la vie. Même si, bien sûr, le polycristal en plus, enfin, donne d'autres problèmes comme le rotation cristalline aléatoire des glands. Mais du coup, pour l'irradiation en implantation en hélium, il n'y a pas eu de différence majeure entre polycristal et monocristal à haute fréquence. Donc, la seule chose qu'il faut encore élucider, c'est ces différences-là à basse fréquence et qu'est-ce qui influe la nucléation des bulles, dans certains cas et dans d'autres non. Mince. Pour l'irradiation iode, pas de différence majeure après irradiation, donc très peu d'effet du ralentissement nucléaire pour ces conditions, pour ces fluences, pour ces endommagements, bien sûr. Si on irradie 100 fois plus, voilà. Et après, ça coûte du temps. La seule différence, voilà, c'est le gonflement qui n'est pas le même à 25 degrés à température ambiante. Encore quelques caractérisations à valider, du coup. Et pour le xénon à 91 mètres, a priori, pas de différence majeure. Donc là, il y a encore des observations à faire pour confirmer. Et surtout, bien regarder l'effet du xénon sur la couche amorphe causée par l'iode. Voilà, je vous remercie pour votre attention sur cette première partie.